Le nom d'Ali Baba a toujours fait rêver. Quand j'étais enfant, il évoquait les tapis volants, les déserts d'Orient et les trésors étincelants. En Chine aussi, le nom d'Ali Baba fait rêver. Cette entreprise basée à Hangzhou est devenue en quelques années le géant du e-commerce chinois. Un mastodonte que beaucoup d'employés rêvent de chevaucher. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Gonçalves, l'une des rares Françaises qui connaît bien la caverne d'Ali Baba. Elle nous raconte sa plongée dans les dédales du e-commerce chinois et comment, alors qu'elle pensait s'y perdre, elle a réussi à retrouver sa voie. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère. Quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Je t'avoue que j'ai été assez surpris quand j'ai appris ton projet et l'échoppe de Chloé, quand j'ai vu que tu te lançais en solo, entre guillemets, parce que pour moi, tu incarnais vraiment la Française qui avait réussi à conjuguer parfaitement à la fois la langue chinoise, l'expérience en Chine, une spécialité dans un domaine de pointe. Et donc pour moi, tu vois, tu étais un petit peu la personne qui allait faire toute sa carrière dans cet univers-là. Je sais aussi que t'avais pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux, tu étais vraiment identifié comme la porte d'entrée pour le e-commerce en Chine. Et quand tu m'as appris ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai été très très surpris parce que je me suis dit, mais c'est un choix très courageux de se lancer en solo comme ça sur un marché en plus différent, donc en France. Donc, je suis très curieux d'entendre ton histoire, savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision, comment est-ce que tu l'as vécu. Mais peut-être avant qu'on rentre dans ces détails-là, peut-être tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu en es venu à partir en Chine. Je sais que c'est une longue histoire, mais pour toi, ça a commencé où ton histoire avec la Chine? Merci Valentin. Écoute, ça a commencé en 2016, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi, il y avait vraiment rien qui me prédestinait à aller vivre en Chine. En fait, c'était pas forcément un pays qui m'attirait initialement. Pour petite anecdote, tu vois, quand j'ai fait mes études en DUT à Amiens, il y avait l'opportunité de faire 2 mois en Chine. Je m'étais pas du tout proposé parce que, enfin, voilà, à l'époque, enfin, je sais pas, ça avait pas forcément une attirance particulière. Et par contre, après, en école de commerce, j'ai fait un semestre en Corée du Sud. Et c'est là que je suis tombée un peu amoureuse de l'Asie. Et je me suis dit, ah, là, après mes études, j'ai vraiment envie d'aller bosser en Asie. Et du coup, en rentrant, j'ai fait un master à Dauphine qui avait spécifiquement un séjour à Shanghai. C'était que quelques semaines, quoi. Mais je me suis dit, voilà, c'est un master qui était en anglais. Donc, je préparais un peu le next step pour l'Asie après les études. Et du coup, la première fois que j'étais en Chine, c'était justement avec ce master-là, quoi, 2 semaines à Shanghai. Donc, c'était super, j'ai vraiment adoré. Et à mon retour, du coup, je commençais à regarder un peu les VIE pour aller m'expatrier. Et là, j'ai reçu vraiment par hasard, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, un message sur LinkedIn du vice-président d'Alibaba, Brian Wong, qui me parle d'un programme de leadership, ça s'appelait le Alibaba Global Leadership Academy, qui s'était en train de lancer et il cherchait des étrangers de partout dans le monde pour venir passer initialement 1 an à Hangzhou pour du coup découvrir l'entreprise, faire des rotations dans plusieurs business units et ensuite retourner pour Alibaba bah, en Europe, aux États-Unis, etc. Donc je reçois ça, j'ai 24, même pas 23 ans à l'époque, je suis encore en études, je me demande comment il m'a trouvé parce qu'à l'époque je n'étais pas forcément très active sur LinkedIn. Mais du coup, bah, je tente ma chance, quoi. Je postule, donc j'ai les entretiens RH. Et ensuite, l'épreuve finale, c'est d'aller à Hangzhou. Donc, il nous envoie. Donc, on a été 3000 à avoir postulé pour 30 places. Et donc, on était 70 finalistes à avoir été envoyés à Hangzhou pour 3 jours d'entretien. Donc, entretien de groupe, entretien individuel, case study. Et là, pour le coup, donc j'avais fait Shanghai 2 semaines, mais là, Hangzhou, vraiment gros coup de cœur. Bah, je pense que c'était leur but aussi, hein, c'était de nous donner envie d'y aller. Et ouais, franchement, bah, bon, la ville est vraiment incroyable, je pense qu'on en parlera après, mais
Hangzhou, vraiment gros, gros coup de cœur. Enfin, je pense que tu as déjà été au lac Shihu, mais tu as vraiment l'impression d'être dans une peinture traditionnelle chinoise avec voilà, les montagnes de thé, les lotus partout. Enfin, vraiment une ville incroyable. Et à côté de cette nature, l'énorme campus d'Alibaba avec voilà, 10 000 personnes qui travaillent dans un campus un peu à la Google, quoi. Et donc, ouais, super, super expérience pendant 3 jours. Et je rentre en France et là, je me dis, mais enfin, voilà, j'étais avec des personnes qui avaient fait Harvard, des personnes qui avaient 6 ans de plus que moi, qui avaient déjà travaillé. Je me dis, mais jamais, enfin, j'allais jamais être prise, quoi. Je me souviens avoir pleuré dans l'avion retour en me disant, c'était génial, mais bon, bah voilà, tant pis, hein, ça sera pas pour moi. Et en fait, le RH me rappelle, ouais, 2 jours plus tard en me disant que j'ai eu le truc et du coup, j'accepte direct parce que j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur en mode elle a dû se tromper, c'est pas vrai, c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est comme ça qu'un peu mon expérience en Chine a commencé quoi. En 2016, du coup, j'ai atterri à Hangzhou pour le programme d'Alibaba. Et ce qui devait être juste une année s'est transformé en presque 4 ans. Parce que voilà, j'ai vraiment adoré la vie là-bas, j'ai appris le mandarin et j'ai voulu rester un peu plus que seulement un an pour découvrir ce vaste pays. Et avec le recul, est-ce que tu as pu analyser ce qui a fait la différence non seulement entre les 3000 candidats et puis entre les 70 personnes finales et surtout que tu parlais pas le chinois à l'époque, donc est-ce que tu sais quels ont été les éléments importants pour eux? Ouais, bah tout à fait. Déjà, c'est vrai que je parlais pas du tout mandarin et à l'époque, c'était pas un critère. C'est quelque chose qu'ils ont changé pour les prochaines promos. Enfin, les promos d'après, ils demandaient au moins une expérience en Chine et l'année d'après, c'était vraiment parler mandarin parce ils se sont rendus compte que c'était quand même compliqué pour des étrangers qui parlaient pas un mot, voilà, de s'intégrer, de faire partie des équipes parce que c'est encore très chinois. Bah voilà, Alibaba en Chine, quoi. Donc moi, je pense que justement, le fait que je sois très jeune, hyper dynamique et vraiment avec cette envie d'apprendre, enfin, moi, le rester pendant 3 heures dans des meetings qu'en chinois alors que je parlais pas un mot, ça me dérangeait pas parce que j'étais tellement motivée à apprendre que du coup, voilà, des autres personnes qui étaient peut-être un peu plus vieux, qui avaient eu des postes à responsabilité et qui se retrouvent dans un univers où bah, en fait tu dois faire tes preuves et tu retombes un peu comme tout le monde en bas de l'échelle. Ça, c'était enfin, des choses qui n'ont pas forcément collé avec d'autres personnes. Donc moi, je pense que ouais, c'est vraiment ma motivation qui a fait que, enfin voilà, et ils aimaient bien aussi les parcours un peu entrepreneurs, donc j'avais lancé une petite start-up pendant mes études. Et puis bah, Alibaba, ça a beau être une grande entreprise, c'est vraiment, enfin, à l'intérieur, c'est comme une grande start-up. Enfin, des projets qui se créent, une semaine après, on arrête, on voit une autre tendance, on lance quelque chose d'autre. Donc, ils aimaient bien avoir voilà, des gens qui avaient eu des petites expériences, je pense, entrepreneuriales. Donc, ouais, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été choisie. Et puis, un gros coup de chance aussi, je pense, dans tout ça, quoi. Et alors, comme tu es arrivé avec déjà une petite fibre entrepreneuriale, est-ce que pendant tes années à Hangzhou, tu avais un petit peu cette vision de te dire, OK, ce que je vais apprendre là-bas, au sein d'Alibaba, je vais l'accumuler, je vais l'intégrer pour ensuite pouvoir me lancer en solo? Est-ce que ça te trottait déjà un peu dans la tête ou c'était vraiment dormant? Ouais, bah en fait pas vraiment. Je pense que j'étais à l'époque, enfin, je dirais pas carriériste, mais je me suis dit ah ouais, enfin, j'avais beaucoup travaillé dans des grosses entreprises. Je me voyais vraiment, voilà, bosser dans des grandes entreprises pendant très longtemps. Je pense que en fait quand on est jeune, je me sentais pas encore légitime de me lancer à mon compte. Je pense que c'est venu après avec la maturité, après avoir acquis une certaine expertise dans quelque chose et se sentir plus légitime. Mais c'est vrai qu'au début, enfin à 24 ans, j'y pensais pas du tout. Je me suis dit là, je suis là pour apprendre. Voilà, encore une fois, je passais des heures dans des meetings où je comprenais rien, mais j'essayais de capter quelques mots. Enfin, voilà, le but c'était vraiment d'apprendre un maximum. Et puis surtout sur tout l'écosystème digital chinois qui est mais complètement différent par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe. Donc il y avait tellement à apprendre que c'était vraiment une grosse phase d'apprentissage. Mais du coup, oui, après bah, ces 4 ans chez Alibaba et ensuite j'ai bossé cette fois-ci à Hong Kong pendant plus de 3 ans et demi dans les cosmétiques où là je m'occupais d'aider les marques justement à s'implanter en Chine et à vendre sur les plateformes d'Alibaba.
là, après, voilà, j'ai une certaine expertise, une certaine connaissance, et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu cette fibre entrepreneuriale. J'ai commencé déjà à donner des cours en école de commerce sur justement les écosystèmes digitaux chinois, les tendances, et aussi les différences culturelles au niveau du travail, etc. Et puis petit à petit, bah voilà, faire un peu de consulting, des projets à côté. Comme avec Alibaba, j'étais en contact avec énormément de marques. Moi, je m'occupais d'aider les marques étrangères à s'implanter en Chine. Finalement, j'ai vu plein de clients différents, dans plein de catégories différentes. Donc forcément, après, je me suis dit, ah bah voilà, cette expertise, je vais peut-être pouvoir la mettre à profit euh, voilà, pour me lancer à mon compte ensuite. Donc c'est venu progressivement, on va dire, pas tout de suite. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est des parcours assez rares parce que en général, le parcours classique, c'était t'es étranger, t'arrives en Chine et t'es étudiant, donc t'as vraiment le temps de petit à petit t'acclimater. Tu rencontres en général des étudiants étrangers qui apprennent aussi le chinois. Et toi, en fait, t'as eu un petit peu un crash course beaucoup plus intense où tout de suite Ouais. t'es entouré et t'es dans une C'est équipe. C'est ça, j'avais pas du tout appris le chinois avant. Alibaba, la première année, du coup, ils nous ont offert, je crois que c'était une soixantaine d'heures de cours que j'ai pris. Et du coup, ouais, j'avais quoi, 2 heures de cours par semaine avec ma prof, que j'ai encore aujourd'hui, une prof incroyable, Mia. Et en fait, bah, finalement, après les cours, enfin, en plus des cours, ce qu'il faut, c'est pratiquer. Et ben, en fait, on passe tellement d'heures au bureau chez Alibaba en Chine, hein, c'est pas un mythe que bah, du matin au soir, entendre du mandarin, même après dans la vie de tous les jours, Hangzhou, c'est pas Shanghai, hein, donc dans les restaurants, enfin, dans les transports et tout, enfin, personne parlait vraiment anglais, quoi, donc j'étais vraiment immergée et c'est ce qui m'a permis de progresser hyper rapidement. Malgré le fait que j'avais pas appris avant, quoi. Donc en effet, c'était un peu un crash, un crash test, t'atterris ici et tu te débrouilles. Mais bon, c'est comme ça que j'ai progressé et je suis super contente bah, d'avoir progressé aussi vite parce que ça aide beaucoup, quoi, même au travail, alors qu'on est censé être un programme international, etc. Enfin, tous les collègues étaient chinois et bah, je pense que tu le sais mieux que moi, mais pour pouvoir créer des liens avec tes collègues, faire vraiment des amis, la langue c'est vraiment primordial, quoi. Tu perds toute une partie si tu n'arrives pas à comprendre ce qu'ils disent et ouais, ça aide beaucoup au quotidien, quoi. Alors en France, on entend beaucoup parler de la culture du travail en Chine et c'est souvent sous un angle très négatif avec, tu sais, le diu-diu-liu, Ouais. le rythme effréné, le travail le week-end, même les vacances, en fait, tu les rattrapes. Donc, les quelques week-ends de congé que tu as pendant l'année, en fait, tu te retrouves à bosser les dimanches, etc. Donc, toi, tu as vraiment connu ça de plein pied. Est-ce que, est-ce que tu as un regard un peu différent sur ça? Est-ce que bon, je sais aussi que Alibaba, c'est littéralement une des entreprises qui fait le plus rêver en Chine. Donc, j'imagine ils doivent traiter leurs employés avec soin. Donc, c'est peut-être un peu plus privilégié que les autres. Mais pendant ces années-là, est-ce que tu as été, entre guillemets, traumatisé par ce rythme-là? Comment tu as pu t'acclimater? C'est vrai qu'au début, surtout en étant française, quand on arrive et qu'on te dit, eh ben, vous allez avoir 9 jours de vacances par an, et comparé aux 5 semaines, et encore 9 jours, comme tu dis, Alibaba, on avait de la chance que c'est 5 jours normalement. Et forcément, ça fait bizarre. Et pareil, enfin, ouais, encore une fois, j'étais là pour apprendre. Donc, enfin, je savais très bien que j'allais pas faire du 9h-17h. Typiquement, à Alibaba, le dîner est gratuit. Donc, en fait, tout le monde à 18h va dîner à la cafette. Ensuite, tu rentres de travail, enfin, tu retournes à ton poste de travail. À 21h, le taxi pour rentrer chez soi est gratuit. Donc, tout le monde reste au moins jusqu'à 21h. Et je dirais qu'à 22h30, il y avait encore ouais, 50% des effectifs qui étaient au bureau en fait. Et ouais, c'est juste un rapport au travail qui est complètement différent et qui au début clairement était très étonnant. Mais ben, j'étais là-bas aussi pour ça en fait. C'est pas parce que je suis française que je dois partir avant tout le monde. Donc c'est aussi comme ça que tu crées des liens, quoi. Vraiment, tes collègues deviennent tes amis. C'est pas pour rien qu'on dit qu'en Chine, le travail c'est la vie et la vie c'est le travail, hein, vraiment. Et en fait, eux, c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils le voient pas comme
une punition ou enfin moi chez Alibaba les gens étaient enfin tellement fiers de faire partie de d'Alibaba d'y travailler quand je leur disais que moi en France maximum à 19h je rentrais chez moi ils disaient mais vous faites quoi du coup après parce que bah moi si je rentre je vais être sur mon portable à jouer des jeux vidéo je préfère autant être au travail là avec mes collègues etc. Donc c'est aussi par choix quoi, c'est pas quelque chose qui leur est imposé même si clairement la charge de travail est énorme, on avait des objectifs très hauts à atteindre, etc. Mais voilà, c'est juste un rapport au travail qui est complètement différent, quoi. Donc voilà, c'est clair que j'aurais pas fait ça à ce rythme toute ma vie, clairement. Moi, je travaillais pas le samedi dans le Jojo, on travaille aussi le samedi, je travaillais pas le samedi, mais par contre, voilà, j'arrivais vers 9h et puis bah, le soir, ouais, 20h minimum, quoi. En général, j'allais dîner, je passais ma vie au campus, quoi, en semaine et, du coup, les week-ends, je partais à Shanghai pour me vider un petit peu la tête et rencontrer des étrangers parce que c'est vrai que c'était des semaines très chargées. Mais, euh, mais bon, c'est aussi comme ça que j'ai progressé énormément. Puis c'est aussi comme ça qu'on voit à quel point, enfin, pourquoi aussi la Chine se développe aussi vite, quoi. Ils sont tellement agiles dans leur matière dans leur manière de travailler, tellement efficaces et ouais, c'est ce qui fait que Alibaba est devenue l'entreprise qu'elle est aujourd'hui, quoi. Hein. C'est cette innovation constante et cette agilité qu'il y a au sein de l'entreprise. Mais pour revenir aussi sur le rapport au travail, ce qui m'a le plus étonné chez Alibaba, c'est qu'on voit des tentes, des petits lits un peu partout dans les bureaux. Typiquement pour le Double Eleven, le gros shopping festival, ils avaient carrément ramené, enfin, je pense des centaines et des centaines de lits et d'oreillers parce que voilà, les gens allaient dormir au travail pendant cette soirée-là. Donc c'est vrai que quand tu viens d'un univers français, c'est fou de voir à quel point voilà, ils sont dédiés pour leur entreprise, quoi. Les heures sup, ça n'existe pas. C'est juste normal pour eux d'être là et travailler autant, quoi. Et alors, pendant tes années chez Alibaba, est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui t'a marqué? Ouais, j'ai une anecdote un peu folle. En fait, Alibaba, ils organisaient, c'était pas tous les ans, mais tous les 2 3 ans, une annual party, quoi, donc une soirée annuelle. Et en fait, comme on était 120 000 employés à l'époque, ils étaient obligés de faire ça dans un stade olympique. Donc, ils avaient loué le stade olympique de Hangzhou pour faire la soirée. Sauf que le stade olympique ne pouvait accueillir que 60 000 personnes. Donc, il y avait la moitié des employés qui ne pouvaient pas assister du coup à cette soirée. Et du coup, ils ont fait un système de loterie automatique sur DingTalk où en gros, bah voilà, il y avait une chance sur deux quoi, d'être sélectionné et de pouvoir assister à la soirée. Et moi, j'avais pas eu le ticket pour la soirée. Et du coup, mon RH m'avait dit, écoute, Chloé, si tu veux vraiment participer à la soirée, tu peux rejoindre ce groupe de danseuses qui va faire la danse d'ouverture de la soirée. Et comme ça, voilà, après, bah, tu es dans les backstage et tu peux être là pendant l'événement. Je me suis dit, ah, mais c'est quoi ce truc? Enfin, j'ai fait de la danse un peu quand j'étais plus jeune. Mais bon, je suis allée, vas-y, je suis en Chine, let's go. Et du coup, bah, il y avait les répétitions pendant 2 mois, tous les soirs, de 18h à 22h, du lundi au jeudi. Ça fait lien un peu avec ce qu'on a parlé, la culture du travail. Je pense pas qu'en France, il y aurait des gens qui seraient prêts à passer toute leur soirée, même pas en payer supplémentaire, hein, pour préparer la soirée annuelle de leur entreprise. Parce que oui, la soirée annuelle, en fait, c'est que des employés qui performent sur la scène avec des chansons, du théâtre, de la danse. Il y a même Jack Ma enfin, qui faisait à l'époque des représentations où il a chanté Michael Jackson, où il a dansé en rocker. Enfin voilà, et vraiment c'était un vrai show, quoi. Et du coup, donc j'ai préparé la soirée annuelle et j'ai fait la danse d'ouverture du coup devant 60 000 personnes. Et juste avant d'entrer sur la scène, j'ai mon RH qui me rappelle, qui dit Chloé, on a une mission pour toi. Est-ce que tu serais disponible après ta danse pour accompagner Jack Ma sur scène?
Je dis quoi? Je dis mais c'est quoi cette histoire? Ils disent oui, oui, bon bah on vient te chercher après ta danse, machin. Jack Ma il va faire un tour de magie, il va monter sur un scooter, le scooter il va disparaître dans les airs et après il va réapparaître et on veut que tu sois là pour l'accompagner sur la scène. Oh, je dis c'est quoi cette histoire? Et du coup bah ouais grâce à ça je pourrais t'envoyer la photo si tu veux accompagner Jack Ma sur la scène. Donc lui, il est déguisé en Michael Jackson. Moi, j'ai une robe trouvée un peu à la dernière minute. Et du coup, ouais, c'était un petit peu fou parce que tous mes collègues m'ont vu au grand écran sur le stade olympique en disant Mais Chloé, tu nous avais même pas dit que tu allais être avec Jack Ma. Je dis Mais j'étais même pas au courant, ça s'est fait quelques minutes avant. Donc ouais, c'est une anecdote un peu folle de ce qui m'est arrivé en Chine chez Alibaba. J'allais te demander une photo pour la couverture de l'épisode et je pense que là, on a trouvé. Ah bah oui, bah, clairement, si tu veux, y a pas de souci, je t'envoie ça, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai, quoi, de me retrouver avec Jack Ma habillé en Michael Jackson, je t'envoie ça sur WeChat. Est-ce que t'as ajouté son WeChat? Parce que le WeChat de Jack Ma, ça doit pas être tout le monde qui Non, l'a. bah tu sais, nous on Non. n'utilise pas WeChat chez Alibaba, on utilise DingDing, le Ah. DingTalk, c'est un peu comme WeChat Work, quoi. Mhm. Et du coup, non, il m'a pas ajouté, c'est vraiment le RH qui faisait la liaison. Ouais, sacré Jack Ma, je sais il a disparu après bah, c'était juste après, je pense que tu sois rentré. Il y a eu l'histoire de. Ouais, ouais, bah ouais, je sais pas si t'avais suivi un petit peu, mais bon, il a dit des choses. Enfin, il a un peu dénigré le gouvernement sur certains points par rapport à la finance, etc. Et du coup, le gouvernement n'a pas trop apprécié. Ils ont annulé l'IPO de Alipay, enfin de Mhm. Ant Financial en Chine. Et en fait, bah, enfin, ça a créé tellement de. Enfin, il y avait des gens, ça faisait des années qu'ils attendaient cette IPO, quoi, qui sont rentrés avec des salaires très bas, mais on leur avait donné plein de parts et ils seraient tous devenus millionnaires. Enfin, il y a des centaines et des centaines d'employés qui sont devenus millionnaires et du coup, bah, il a fait face bas, quoi. Enfin, après ce qui s'est passé, il s'en voulait tellement que c'est pas juste qu'il avait disparu, c'est que bah, il voulait pas se montrer parce que voilà, il savait qu'il avait merdé, quoi. Donc, Mhm. euh, donc ouais, un peu complicado. Mais ouais, ça fait un petit moment qu'il est parti, Ouais, il est qu'il est beaucoup parti plus discret d'Alibaba. maintenant. Ah ouais, bah, il a toujours été très discret, hein. T'as jamais vu Ouais. quelconque photo de sa famille, de ses enfants, etc. Tu te rends compte, c'est l'homme le plus riche de Chine, mais malgré ça, t'as rien sur sa famille, donc il a toujours été discret, mais maintenant, ouais, encore plus, clairement. Bah, c'est vrai que le marché chinois, ça fait rêver beaucoup de marques. T'as beaucoup que ce soit des marques très connues, très identifiées ou même des marques plus de niche. Beaucoup de gens rêvent d'accéder à ce marché et puis de pouvoir s'implanter sur un marché comme ça. Ça doit demander, j'imagine, beaucoup de connaissances, non seulement de l'écosystème digital, mais aussi de la clientèle. Qu'est-ce que les Chinois aiment, quand est-ce qu'ils achètent, comment ils achètent, tout ce genre de choses-là. Est-ce que toi, t'as été très surprise de cet aspect-là, pas vraiment l'aspect écosystème digital, mais plutôt dans le rapport des Chinois à la consommation? Ah bah oui, c'est clair que enfin, le rapport à la consommation, il est vraiment différent par rapport à ce que nous on a, parce que déjà tout est digitalisé, enfin, ils sont presque nés avec un téléphone dans la main. En 2 clics, on peut acheter tout autant, enfin, sur Tmall une Maserati qu'un paquet de chips. Enfin voilà, il y a même plus cette réflexion, est-ce que j'ai besoin de ce produit, est-ce que je l'achète? En fait, c'est tellement simple facile que ouais, enfin, on se pose même plus la question. Puis l'algorithme sur les applications sont tellement euh, pointus que tu vas lancer l'application. Déjà, personne ne voit la même chose parce que c'est vraiment basé sur voilà, ton comportement d'achat que tu as eu. Enfin, tout le monde voit des choses différentes. Et c'est surtout que tu vois des choses que tu avais besoin, mais que tu ne savais même pas que tu avais besoin. Donc clairement, c'est ouais, c'est un peu aussi de ça que j'ai voulu prendre un peu du recul. On en parlera avec les shops de Chloé, mais c'est pas forcément quelque chose qui est aligné avec mes valeurs. Je trouve qu'au contraire, enfin moi dans ma consommation personnelle, je suis pas du tout dans cette surconsommation et je trouve que justement, un des points
un des points faibles de ce côté-là, c'est que c'est tellement simple et facile que du coup, ils réfléchissent plus trop à est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit. Ils se laissent juste happer par les discounts et les offres, etc. Donc oui, clairement, enfin, c'est un des points négatifs, je dirais, de ce genre d'applications qui sont très intéressantes au niveau voilà, digital innovation. Mais le point d'à côté, enfin, le point inverse, c'est que clairement, ça pousse à la consommation et et voilà, c'est quelque chose il conscientise beaucoup moins l'acte d'achat. Ouais, c'est intéressant de voir que en fait t'es parti d'une réflexion vraiment autour de tes valeurs personnelles plutôt que tu vois on aurait pu penser d'identifier un potentiel de marché en disant ah bah voilà ça c'est parfait entre la France et la Chine je vais faire tel créneau Bien sur sûr. tel produit et tout ça et toi en fait c'est une réflexion qui est beaucoup plus en amont et beaucoup plus profonde où tu te dis ok je vais repartir dans une direction complètement opposée pour m'aligner avec mes valeurs personnelles. Bah oui, puis c'est surtout que ça, enfin, il y a 10 ans, on n'en parlait pas forcément, on voyait pas forcément les dessous de tout ça. Je pense que la conscience, voilà, écologique sur consommation, elle est quand même assez récente et ouais, c'est venu au fur et à mesure. Moi, au début, ouais, 24 ans, t'arrives là-bas, shopping festival, même Black Friday, etc. De manière générale, c'était vu, enfin, on voyait pas les côtés négatifs. Et c'est à force, voilà, de s'éduquer sur le sujet qu'on se rend compte que, bah oui, clairement, on a qu'une planète et que voilà, enfin, donc ces réflexions sont venues au fur et à mesure. Et sauf que justement, c'était quelque chose qui est pas très facile quand on a cette étiquette, voilà, Alibaba, e-commerce, cette expertise, de justement aller un peu à l'inverse, parce que bah, clairement, c'était l'expertise que j'avais, et c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de garder un projet enfin, avoir un projet qui garde ce lien avec la Chine, malgré le fait que, voilà, je n'étais pas forcément alignée avec toute voilà, cette surconsommation, mais quand même trouver un projet qui soit quand même en lien avec la Chine, parce que ça, voilà, ça a quand même forgé plus de 7 ans de ma vie et voilà, vraiment transformé un peu ma trajectoire. Donc ouais, il y a eu des années de réflexion pour essayer d'être le plus proche possible de mes valeurs. Et c'est pas encore, voilà, encore aujourd'hui, hein, je travaille en consulting, j'ai encore des marques à aller en Chine, etc. Mais petit à petit, voilà, j'essaye de trouver des projets qui sont un peu plus en ligne avec ce que je souhaite. Donc ça sera le travail d'une vie, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, j'espère y arriver. Alors, j'aimerais te poser un peu une double question, à la fois sur la naissance de ce projet, les shops de Chloé, et puis de la réflexion que tu viens de décrire. Est-ce que t'as le sentiment que ça s'est fait progressivement, petit à petit, ou est-ce que tu as eu un peu un moment fatidique où tu t'es dit, OK, j'arrête avec la surconsommation et puis je me lance, ou est-ce que ça s'est fait de façon progressive? Je dirais que ma conscience écologique a été très progressive. Enfin, ça fait pas mal d'années, mais c'était vraiment au niveau personnel. Au niveau professionnel, c'était un peu difficile dans le sens où, bah, ouais, avec cette étiquette, j'allais pas me reconvertir d'un coup. Enfin, je voulais vraiment garder ce lien avec la Chine, avec le e-commerce, avec l'expertise que j'avais dans ce domaine-là. Donc je dirais que ce qui a vraiment un peu fait accélérer les choses, c'est le fait, enfin la naissance de mon fils en fait, qui est né à Hong Kong et qui m'a laissé du coup un temps de congé mat, temps pour réfléchir et avoir plus de temps pour tester des choses, temps que je n'avais pas forcément avant avec les rythmes assez intenses en Asie, quoi. Enfin, à Hong Kong, c'était moins intense que chez Alibaba, mais quand même, enfin, je travaillais beaucoup avec les États-Unis et du coup, j'avais des calls, voilà, jusqu'à 23 heures le soir. Donc, je pense qu'avoir eu le temps de me poser avec mon fils, puis je pense que ça te fait aussi avoir un autre regard sur la vie. En fait, tu te rends compte que les choses les plus importantes, c'est pas forcément de gagner énormément d'argent et d'avoir plein de choses, mais au contraire, enfin, tu apportes plus de valeur aux choses simples, profiter de la vie, des choses simples, etc. Donc, je pense que ça a aussi été un petit déclic, voilà, en me disant que bah, c'était pas forcément ce que je voulais faire toute ma vie. Et sauf que, bah oui, j'avais des idées, mais comment mettre ça en place? Enfin, moi, j'ai toujours été passionnée, par exemple, de brocante.
J'adore aller chiner. Enfin, moi, ma déco chez moi, c'est que des trucs anciens. En Chine, c'était pareil. J'avais plein dans tous les petits marchés. J'essaie de trouver. Enfin, j'adore les meubles asiatiques, etc. Donc, j'ai toujours adoré chiner. Mais bon, comment on transforme ça en métier? Ensuite, j'ai testé un peu la couture aussi pendant mon congé mat. J'ai adoré ça. J'ai commencé à coudre des petits trucs, à coudre des bouillottes pour mes amis, etc. On m'a dit, mais pourquoi tu les vends pas? Je dis, mais vendre des bouillottes pour vendre des bouillottes, ça fait pas sens. Et puis au fur et à mesure, je me dis pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai toujours adoré en Chine le rapport au corps, à la santé, aux plantes. Enfin, j'ai toujours adoré ce côté-là. Et je me dis, mais pourquoi pas essayer d'allier ces bouillottes avec des plantes chinoises et puis ces plantes-là, pourquoi pas en faire des infusions, moi qui adore le thé, etc. Enfin, et du coup, c'est vraiment venu au fur et à mesure parce que j'avais vraiment besoin de trouver ce fil rouge, en fait, de pas juste lancer un truc pour lancer un truc, mais quelque chose qui fasse du sens, qui allie vraiment ma passion pour la Chine, tout en étant un projet qui soit voilà, plus simple, plus en ligne avec mes valeurs. Et du coup, voilà, ça a mis pas mal de temps, hein. Mon fils va avoir 2 ans demain, donc ça a mis plus de 2 ans à, voilà, à ruminer dans ma tête et à voir, voilà, est-ce que je me lance, qu'est-ce que je fais exactement, etc. Et du coup, ça, je vois plus comme un projet passion, on va dire. Je pense pas que ça va devenir une source de revenus enfin, suffisante à moyen court terme, mais au moins, voilà, c'est une direction que je prends vers quelque chose et voir si ça marche. Pourquoi pas voilà, développer ça plus grandement, mais voilà, je suis contente d'avoir lancé ce petit projet. Et du coup, les shops de Chloé, c'est une boutique en ligne où je vends mes créations textiles, donc des bouillottes sèches. Donc avec dedans, je mets du riz, des graines de lin et des herbes du coup chinoises. Donc elles sentent très bon et j'en fais pour le sommeil, le stress, les douleurs de règles. Je fais également des infusions avec les plantes que j'utilise dans les bouillottes. Donc il y a de l'armoise, de la jujubée, de l'écorce d'orange, enfin des plantes qui sont originellement utilisées en Chine pour soigner beaucoup de maux. Et avec ça, je fais aussi, j'ai une catégorie trésors d'Asie. J'adore ce nom-là. C'est vraiment voilà, des articles justement chinés un peu partout, des théières, des vases, toute la déco que moi j'adore, asiatique, que je trouve vraiment super belle. Donc voilà, j'essaie de rallier un peu cette passion brocante avec cette passion pour les plantes chinoises et aussi la couture pour du coup créer cette échoppe et pouvoir vendre ces produits en petite collection. Enfin, presque tout est unique. Enfin, les bouillottes, je fais quelques collections avec certains tissus asiatiques et quand j'en ai plus, j'arrête. Et le but, c'est de renouveler, d'avoir des petites collections comme ça assez régulièrement, mais toujours dans le thème de la Chine. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, allez voir le site de Chloé. Donc ça s'appelle l'échoppe de Chloé et vous allez voir plein de choses en lien avec la Chine. Il y a même des porcelaines, il y a aussi des théières, il y a des bouliers. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choix. Il y a des choses qui sont en rupture de stock. J'ai vu même les petites tasses un peu japonaises qui étaient en... Enfin, il y a plusieurs articles qui sont déjà en rupture de stock, mais il y a d'autres choses qui sont disponibles. Et ça m'amène à ma prochaine question. Je suis sûr que ça t'aura pas échappé. Il y a cette tendance dans l'actualité qu'on appelle le China Maxing. Alors, je sais pas si tu as entendu le mot, Oui, mais j'ai entendu, ouais. ouais. Pour le définir rapidement, c'est l'idée que les étrangers, alors souvent les occidentaux, mais les non-chinois en tout cas, se mettent à épouser des pratiques très chinoises comme boire de l'eau chaude. Moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai été convaincu par l'eau chaude, ce qui a toujours rendu Pareil. ma famille très dubitative. Mais voilà, c'est toutes ces petits détails de pratiques en général très traditionnelles chinoises qui viennent s'inscrire dans des quotidiens modernes des occidentaux, le China Maxing. Et donc, c'est clairement une tendance qui, je l'espère, va dans ta direction et qui va encourager les gens à se tourner vers des pratiques millénaires, des pratiques traditionnelles chinoises très anciennes et très efficaces. Là où on a beaucoup de boulot à faire, j'ai l'impression, c'est que le storytelling autour de la Chine est beaucoup plus compliqué que celui qui existe autour du Japon. Un peu l'impression en France que tu vends n'importe quoi autour du Japon et les gens sont toujours très clients. Et la Chine, malheureusement, est plutôt attachée à des choses soit de mauvaise qualité, soit de choses qui sont peut-être
pas assez raffinées ou ce genre de choses. Comment est-ce que toi, tu vois ce challenge-là? Quelles vont être tes stratégies et tes armes pour faire en sorte Mm. que les gens comprennent mieux la culture chinoise et s'intéressent aux articles chinois? Écoute, ouais, je trouve que cette tendance China Maxing est super en fait. Je trouve que il y a clairement, il y a pas assez de communication qui est faite sur les bienfaits du rapport à la santé chinoise. Enfin, moi, j'adore la médecine traditionnelle chinoise et ils font beaucoup plus de prévention qu'autre chose et tout ça passe par les plantes. Enfin, rien que chez Alibaba par exemple, la station de thé. Il y avait tellement de choix de plantes, d'épais de goji, plein de choses. Je me disais, mais c'est quoi toutes ces choses? Et toujours adoré ça. Et je pense que il va falloir faire, enfin, il faut continuer à faire beaucoup d'éducation là-dessus. Enfin, je pense que c'est une vision qui est tellement différente. Voilà, par exemple aux États-Unis où on met de la glace dans tout. En Chine, c'est vraiment l'inverse. Et je pense que bah, toi comme moi, enfin, une fois que tu as commencé à boire de l'eau chaude, tu te rends compte à quel point c'est beaucoup mieux pour ton corps. Enfin, moi, j'ai presque jamais tombé malade en Chine alors que j'avais tout le temps des angines, etc. Donc ouais, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est pas n'importe quoi. En fait, ça a vraiment des bienfaits, enfin, surtout la chaleur, que ce soit à boire ou à poser sur son corps. Je pense que tu as déjà fait l'amoxibustion, etc. Enfin, ils ont vraiment, enfin, moi, je trouve leur pratique vraiment incroyable et je pense qu'il faut, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec les shops, c'est d'essayer d'éduquer un petit peu sur ces bienfaits, de la chaleur, des différentes plantes. Là, la jujubée, par exemple, c'est un super, c'est la même famille que les dattes, mais c'est super pour favoriser le sommeil, réduire le stress. On peut le mettre dans ses infusions ou même faire des bols, tu vois, infusés chinois, etc. Donc, clairement, ça va passer par l'éducation et j'espère enfin, je pense qu'il y a clairement enfin, en Europe, de plus en plus de gens veulent être ben, proches du bien-être, prendre soin d'eux et avoir des produits voilà, naturels, etc. Donc je pense que clairement, il va y avoir de plus en plus d'attrait envers ces pratiques chinoises qui vont dans le même sens, quoi. Donc, euh, donc ouais, je suis contente de pouvoir participer un peu à cette éducation et donner un peu de visibilité sur ces pratiques chinoises aux Français avec les shops. Mais oui, c'est trop bien que tu fasses ça, surtout que en ligne, tu entends souvent des gens qui parlent de médecine chinoise, mais tu sais, ils ont pas les bonnes prononciations pour les mots. Donc j'ai Ouais. l'impression que même s'ils connaissent bien le sujet, tout de suite, pour moi, ça ruine le contenu. Et quand tu parles chinois, quand tu connais la culture chinoise, je trouve que ça fait toute la différence. Surtout dans cette thématique-là où tu sais, il y a toujours un peu la vision extérieure de la personne qui connaît pas du tout la Chine, il va se dire, ouais, c'est un truc chamanique, tu sais, où tu as l'équilibre entre les cinq éléments, la terre, Ouais. le feu, etc. Alors qu'en fait, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel. L'idée de te dire que, bah oui, quand tu as une maladie ou quand tu as quelque chose qui va pas, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi, c'est un déséquilibre entre plusieurs parties de ton corps et identifier les déséquilibres et essayer de le rééquilibrer sans avoir un choc externe d'un médicament ou Tout de à choses fait. comme ça. Enfin, je trouve que c'est génial, quoi. Ouais, c'est un rapport à la santé au corps qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain. On traite par voilà, les aliments, les nutriments, les massages aussi. Enfin, clairement, enfin, quand on se balade dans les parcs en Chine, moi, c'était une de mes passions, c'était de me lever tôt et aller dans les parcs et tu vois tous les petits retraités qui sont là à faire leurs étirements, à se taper dessus, à vraiment, vraiment prendre soin de leur corps, quoi, par l'activité physique. Et puis, ouais, dans les salons de massage, enfin, c'est que des locaux de tout âge. T'as les bains, les bains de pied, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on a vachement perdu. Mais moi qui ai accouché en Chine, enfin, c'est une pratique hyper commune de faire des bains de pied après pour les femmes enceintes, etc. Enfin, il y a tellement de pratiques assez simples, mais toujours liées avec la chaleur,
qui ont des effets hyper positifs sur le corps. Moi, c'était un des premières choses aussi qu'on m'a dit, c'est que, ah, mais si tu as des problèmes de digestion, arrête de manger de la salade, mange des trucs chauds. Voilà, pour eux, vraiment, le froid, ça a vraiment des effets néfastes sur le corps. Alors, notre corps, il est à 37 degrés, donc il faut qu'il y ait des ingrédients qui soient à la même température, si ce n'est plus, quoi. Donc ouais, c'est hyper passionnant et il y a énormément à apprendre. Même moi, après avoir vécu 7 ans en Chine, j'ai encore tellement à apprendre et c'est vraiment passionnant. Bah, rien qu'au niveau des herbes, il y a tellement de choix, enfin, de choix possibles. Quand tu vas voir un médecin en Chine, il va te faire un petit cocktail. J'allais chez un acupuncteur à Hong Kong et après, en fonction de la session, bah, il allait me préparer des petites plantes en fonction de ce qu'il avait ressenti dans mon corps. Et ouais, je trouve ça vraiment passionnant, leur manière de régler tous les maux en général. Ouais, le bain de pied, j'en ai entendu parler récemment, j'ai jamais testé, mais visiblement en hiver, tu te fais un bain de pied chaud par semaine et c'est un gros Ouais, game changer, donc j'ai envie d'essayer ça l'hiver prochain. bah, c'est quelque chose que je pense aussi pour les shops. J'aimerais bien, tu vois, faire des sachets à infuser dans son bain ou aussi pour faire des bains de pied. Donc ça, je suis en train d'y réfléchir, de regarder un peu les plantes qui pourraient être sympas et c'est des choses que j'aimerais bien aussi lancer ouais, à l'avenir. Alors, tu me disais un peu plus tôt que tu continues à prendre des cours avec ta prof de chinois. Je voulais te demander, est-ce que tu as des techniques que tu as développées pour continuer à pratiquer le chinois depuis la France? Est-ce que tu arrives à l'utiliser régulièrement? Et puis, par rapport à ton fils qui va avoir 2 ans, bah déjà, bon anniversaire pour lui demain. Et est-ce que Merci. tu penses le mettre au chinois dès qu'il va pouvoir commencer à parler ou quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu as envie qu'il apprenne le chinois ou pas forcément? Oui, j'aimerais bien qu'il apprenne le chinois. Honnêtement, je lui parle anglais en fait. Je me dis, bon, chinois, je parle bien la langue, mais je serais pas assez confortable pour parler. Enfin, c'est marrant parce que le chinois que j'ai, c'est très tourné e-commerce, etc. Enfin, moi, tu me demandes de parler de politique, je connais pas du tout le vocabulaire, etc. Donc moi, c'est très focus business, e-commerce et aussi vie de tous les jours. Mais du coup, moi, je parle en anglais à mon fils, donc j'aimerais bien déjà qu'il est ouais, français, anglais, c'est déjà top. Et après, rajouter ouais, mandarin, pourquoi pas. Alors, peut-être pas tout de suite, mais j'ai tellement de bouquins à la maison que, enfin, oui, très tôt, j'ai envie de l'éduquer, lui montrer les signes, etc. Enfin, j'ai des super livres qui pourront l'aider. Et sinon, pour mon mandarin, bah, je continue mes cours avec ma prof, une fois toutes les semaines, ou surtout toutes les 2 semaines en général, un cours avec elle. Moi, j'ai vraiment adoré cette prof parce que c'était la seule, j'en ai testé beaucoup, c'était la seule qui me corrigeait, enfin qui me parlait pas du tout anglais en fait. J'avais beau avoir un niveau pourri au début, elle me rephrasait d'une manière simple en mandarin. En fait, elle n'utilisait pas l'anglais pour m'apprendre le chinois. Et c'est grâce à ça que j'ai vraiment progressé. Et c'est vraiment ce que je conseille à des amis qui veulent apprendre, c'est de trouver un prof voilà, qui est voilà, forcément chinois, mais qui fait pas tous ses cours en anglais. Parce que si tu as la possibilité de switcher en anglais, bah, du coup, tu n'essayes pas de trouver tes phrases en mandarin. Donc vraiment, sa technique, c'était top. Et sinon, bah, j'essaie de passer du temps avec des amis chinois. Alors, j'en ai encore pas mal à Paris. Là, j'ai découvert qu'il y avait un groupe WeChat avec tous les Chinois en Savoie, parce que je suis passée en Savoie maintenant. Donc, je vais essayer de lancer quelque chose. Enfin, pourquoi pas un meet-up pour pouvoir rencontrer des gens. Et puis sinon, je passe pas mal de temps aussi sur Xiaohongshu. Donc, le fait de regarder des vidéos, d'écouter parler, ça permet de continuer à pratiquer, mais clairement, hein, c'est plus, enfin, je le parle plus et je l'écoute plus autant que quand j'étais en Chine. Donc, c'est pour ça que je continue mes cours parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre, parce que, ouais, clairement, c'est une langue qui est incroyable et ouais, qui fait partie bah, de mon histoire aussi, quoi. C'était tellement important pour moi d'apprendre le mandarin pour être plus proche culturellement de mes collègues. Donc j'ai envie de continuer à pouvoir le pratiquer. Je sais que même si tu perds ton chinois, à mon avis, ce qui n'arrivera pas, mais même si tu le perds, tu vas pouvoir constater que
l'influence d'une mère qui a appris le chinois sur son fils peut être très importante. Je me souviens que quand j'étais petit, je devais avoir, je sais pas, 8 ou 9 ans, et ma mère m'a montré un caractère qui en plus n'était pas le bon. Elle m'a montré le caractère pour me dire que c'était le caractère pour dire mère. Et en Ouais, fait, elle m'a montré le ne, tu sais, comme ouais, le ne que tu mets en général à la fin d'une à la question. fin. Et elle m'a dit, tu vois, ça c'est la tête et ça c'est le... Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Mais elle avait retenu ça après un an de chinois à Paris. En fait, elle avait juste été curieuse. Elle a pas beaucoup étudié ensuite, mais elle avait retenu ça. Et elle avait retenu aussi, tu sais, quand tu dis etc., tu dis dang Ding, dang. ding. Mm. Mais elle, je sais pas pourquoi, elle m'a toujours dit petit que les Chinois le répétaient 15 fois. Donc elle me dit toujours ding 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 ding. Et je n'ai jamais entendu des Chinois dire ça, mais ça la faisait beaucoup rire. Et tu vois, petit, je me souviens d'entendre ces anecdotes-là, et je suis sûr que ça a beaucoup joué sur mon Ouais, envie de j'espère. d'apprendre. Ah, ça, pour les caractères, il y a les livres Chinesey, tu sais, avec qui dessinent autour des caractères. Bah, typiquement, le caractère de la maman, du feu, ça met des flammes. Ça, c'est le genre de livre que ouais, je lui montrerai parce que c'est hyper imagé et je trouve ça tellement. Enfin, on a l'expression, pardon, en français de dire c'est du chinois, mais en fait, quand tu Enfin, t'arrives à comprendre les caractères, tu te rends compte qu'il y a un sens derrière tout ça, il y a plein de moyens mémotechniques. Et ouais, c'est hyper valorisant d'arriver à les lire et hyper intéressant de voir comment ces caractères ont été créés. Moi, c'est ce que j'ai adoré avec ma prof, c'est de savoir que bah, voilà, Nan, le sud, c'est le signe du yen parce que les personnes du sud de la Chine, c'est là qu'ils avaient le plus d'argent, ou que l'autre caractère, Nan, mais pour l'homme, c'est un carré qui représente le champ et en dessous, une sorte de couteau parce que les hommes, ils travaillent dans les champs. Enfin, c'est vraiment la partie que j'ai préférée, en fait, l'apprentissage des caractères, quoi, avec pourquoi ils sont inscrits d'une telle manière, quoi. C'était vraiment passionnant. Ouais, ouais, j'adore aussi ça. C'est vrai que pour les enfants, les caractères comme ça, comme pour les dessins, c'est très attrayant. Et ton installation en Savoie, alors tu peux nous dire un peu comment tu t'es retrouvé, parce que ça doit changer Mm. beaucoup après Hangzhou, Hong Kong et un peu Paris. Ouais, ouais, c'est clair, c'est un gros changement. Alors, bon, pour le coup, il y a le lac, ça me rappelle Hangzhou, il y a la montagne, ça me rappelle Hong Kong. Mais ouais, non, c'est une région qui est incroyable entre lac et montagne, qui est hyper sportif. Enfin, voilà, on peut aller skier le matin, aller au lac l'après-midi. C'est vraiment une super région. Et ouais, non, je suis contente de m'y être installée. C'est un beau cadre de vie, notamment avec un enfant. Je pense que Paris, c'est génial et je suis originaire de région parisienne. J'ai toujours adoré Paris, mais c'est vrai qu'avec un enfant, avoir plus d'espace, de verdure, pouvoir avoir la montagne à côté et les lacs, c'est un cadre qui est plus sympa. Mais bon, c'est très bien relié à Paris. J'y suis en 3 heures. Je donne d'ailleurs des cours en école de commerce à Paris. Donc voilà, ça m'empêche pas d'être quand même connectée aux grandes villes. Mais ouais, c'est juste une nouvelle vie. Voilà, une vie différente, plus proche de la nature et que j'apprécie beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent et qui s'intéressent à la Chine, est-ce que tu as des coups de cœur que tu aimerais leur partager, que ce soit dans le domaine musical ou cinématographique? Euh, alors moi, mon gros coup de cœur en Chine, ça a toujours été bah, forcément Hangzhou, c'est là-bas que j'ai vécu. D'ailleurs, Jack Ma le disait, il disait si vous n'avez pas été à Hangzhou, c'est que vous n'avez pas été en Chine. Donc voilà, pour ceux qui prévoient un voyage en Chine, vraiment, je conseille d'aller en Chine. Moi, il y a un spectacle que j'ai vu là-bas, le spectacle de lumière qui s'appelle le Yingxiang Shihu. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est un spectacle de danse, de musique sur le lac, enfin en extérieur. Et vraiment, c'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. Enfin, c'est quelque chose vraiment d'incroyable avec, ils ont tous les costumes, bah, on les voit marcher sur l'eau. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et ouais, à Hangzhou, d'autres endroits que j'adore, bah, enfin, toute la partie de Longjingshan, les champs de thé. Enfin, faut vraiment s'y perdre, c'est vraiment génial. Et ouais, bah, je dirais c'est ça, c'est vraiment mes coups de cœur. C'est
Et là-bas, à Shanghai, j'ai pas mal de restaurants aussi que j'ai adoré. Enfin, moi, vraiment ce qui me manque le plus, la nourriture chinoise, parce que en France, c'est pas aussi facile, bon, à part à Paris, mais de trouver des bons restos chinois. Mais ouais, coup de cœur, moi, c'est à Shanghai, il y a un restaurant que j'adore, qui c'est Jojo. Je t'enverrai le nom. Alors attends, j'essaie de le retrouver. Mais ouais, un restaurant Après le, chinois après que le j'adore. Jojo Lio, tu te fais un Jojo C'est Jojo restaurant. Dishui, à Jojo Dishui Dong, Chiang Saiguan. C'est un restaurant du Hunan. Et, euh, et ouais, ça, c'est vraiment un resto que j'adore en Chine. Hunansai, c'est ce qu'on appelle les xiangcai, je crois, de mémoire. Ouais, bah, ce qui est marrant, c'est que là-bas, parce qu'ils sont pas très bons en dessert en général, les Chinois. Et dans ce restaurant-là, ils ont un dessert avec c'est de la banane un peu frite et vraiment excellent, excellent dessert. C'est le Changjiao, je sais plus quoi, comment ils l'appelaient, mais vraiment un restaurant que j'adore. J'espère un jour pouvoir y retourner et qu'il n'aura pas fermé d'ici là, quoi. Tu sais que je suis jamais allé à Hangzhou encore, mais en mai, je commence par Xi'an, enfin je retourne à Xi'an et à Pékin, et ensuite je vais faire probablement 8 jours, ouais, une bonne semaine à sûrement Hangzhou et Suzhou. Donc ça va être Ah, mais la. génial! Ah oui, je vais t'envoyer la liste des choses à faire, des restaurants, vraiment des coins à faire. Et puis, ça me ferait. Enfin, je peux aussi te mettre en relation avec ma prof de chinois, Miao, qui habite à Hangzhou. Ça me ferait super plaisir que vous vous rencontriez et tout, parce que, enfin, bah, elle adore rencontrer les étrangers. Puis, toi qui parles hyper bien mandarin, je pense que vous allez bien vous entendre. Elle est passionnée aussi de l'histoire de la Chine, etc. Ouais, ça ferait super plaisir que tu la rencontres. Je te mettrai en relation. C'est quand? En Bah juin, ouais, t'as dit? avec grand plaisir. Ce sera la dernière semaine de mai. Et puis D'accord. je serai de passage à Paris fin août. Donc si jamais tu veux que je récupère des trucs à Hangzhou pour te les rapporter à Paris, Ah, c'est c'est aussi gentil. possible. Ah bah ouais, quand tu viens à Paris, il faut qu'on se fasse aussi un petit truc. Ah, ce serait cool. Bah, si t'es à Paris dans la Mm. deuxième partie du mois d'août, moi j'y serai, donc avec Ok. plaisir. Mais ouais, bah franchement, un grand merci, Chloé, c'était super de découvrir, d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Et puis c'est aussi Avec, super chouette de voir que tu as pu te trouver ce projet en plus et de trouver le temps d'y mettre du soin et des efforts. Donc bravo, c'est, je pense, hyper inspirant pour tous les entrepreneurs. c'est gentil, avec grand plaisir. Je suis contente d'avoir eu cette conversation. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre. Hangzhou, je vais t'envoyer une liste de choses à faire. Je suis trop jalouse que tu y retournes. Mais enfin, jalouse dans le bon sens, c'est trop cool. Et ouais, je te mettrai en relation avec ma prof de chinois. Elle est vraiment incroyable. Vous pouvez aller prendre un thé ou quoi. Elle pourra te faire tout un cours sur Hangzhou, te montrer des endroits sympas et tout. Enfin, ça pourrait être cool que tu la rencontres. Avec grand plaisir. Ouais, ce sera très précieux sur place. Bonne soirée à toi et puis Merci bon beaucoup. anniversaire demain. Fêtez ça bien. C'est gentil, merci beaucoup. Salut, bye À bye. bientôt, bye. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.